Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup Amalia. De rien. Dans la bonne humeur, c'est à l'Opéra d'Avignon qu'on se retrouve. Sabine de Vielle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre pour notre antenne. Je sais que quand on a un rôle-titre comme le vôtre, on essaie aussi de protéger son temps, sa voix et ses émotions. Et c'est peut-être aussi un petit peu difficile de donner des interviews quelques jours avant la représentation de l'ACME notamment, qui aura lieu les 20 et 22 mars prochains. Et je vous en remercie d'autant plus. Merci, moi je suis ravie. Vous avez donc ce rôle-titre, l'ACME, de l'opéra de Lib. Vous incarnez la jeune hindoue, l'ACME, une jeune et belle fille du Brahman. Tout le monde succombe à vos charmes. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous, ce rôle que vous avez déjà interprété aussi? Je crois que c'est la 3e représentation cette année. Pas la 3e représentation, la 3e fois que je Troisième reprends fois. la production, oui. Pardon. Non, pas de souci. En fait, l'ACME, c'est le personnage que j'ai le plus chanté dans ma jeune carrière. Et c'est toujours un bonheur de retrouver l'ACME parce que je pense que c'est un personnage pour ma tessiture de coloratour qui n'a pas de fond. C'est-à-dire que c'est une très jeune fille qui devient femme. Et elle a une telle marge de progression et d'évolution pendant le temps de la représentation que pour une interprète, c'est extrêmement nourrissant. On a énormément de choses à essayer et à jouer dans l'ACME. Donc ce qu'elle m'inspire, c'est cette difficulté qu'elle a à formuler cet éveil à la vie, à l'amour, au désir, à la connaissance de soi, puisque c'est une jeune fille qui est élevée en sacré, qui n'est que destinée à la prière. C'est une jeune fille qui apparaît voilée pour la première scène. Et finalement, quand l'ACME ôte le voile, ce jour-là, ce moment de la représentation correspond au moment de son éveil, de sa puberté et de sa rencontre avec le bel anglais Gérald. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un déclic au tout début de l'opéra dont il faut tirer le fil tout le long de la représentation. Et c'est formidable à jouer. C'est très symbolique quelque part parce que vous parlez de levée de voile et c'est au moment de cette levée de voile que justement vous vous ouvrez aussi au monde extérieur, donc c'est aussi très symbolique, très fort aussi. Oui, c'est très très fort et finalement cette incarnation, cette humanisation de la jeune LACME passe par un retour à ses caractéristiques de femme. Elle passe de la divinité à la jeune femme. Ouais. C'est une œuvre aussi qui est très forte à travers la musique, à travers l'histoire, la colonisation de l'Inde, justement ça a beaucoup marqué les mœurs et reste aussi dans les mémoires de certains. Pour vous, c'est fort aussi, ça représente quoi, justement, cette partie de l'histoire? Évidemment, c'est assez délicat à interpréter, puisque ici, le jeu de la colonisation est presque nous permet de rencontrer l'ACME. Il est presque magnifié par cette découverte de l'Inde. Et puis, d'un autre côté, Léo Delibes et puis les librettistes se permettent aussi de déjouer un peu la toute-puissance des Anglais, puisqu'on voit que dès leur première entrée en scène, ils commettent une profanation sur le lieu de Nilakanta. Et finalement, les Anglais sont bien plus tournés en dérision que les Indiens eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut aussi recontextualiser les choses et se rappeler que c'est une œuvre de la fin du XIXe siècle, mais que Léo Delibes avait un intérêt très particulier et une finesse d'écoute pour la musique indienne et les modes indiens, qui permet aussi d'apporter une nuance à ce côté manichéen de la colonisation. Alors, Sabine, vous êtes, on va dire,
la star, guillemets, entre guillemets, de la future génération de l'art lyrique. On a beaucoup parlé de vous ces derniers temps. Est-ce que pour vous, c'est une pression? Comment vous vivez? Est-ce que vous en tenez compte déjà de cela? Des retours que l'on peut dire par rapport à l'étoile montante que vous êtes en devenir? Est-ce que, voilà, comment vous vivez pour une jeune femme? Finalement, ce genre de question fait toujours un peu sourire parce que... J'imagine que c'est pas la première fois aussi qu'on Non, pas du vous a tout, posé pas cette du tout. question. C'est pas du tout la première fois qu'on me pose cette question, Ouais. et c'est très vrai parce qu'en fait, il y a un peu deux échelles de temps, deux façons de vivre les choses. Il y a le temps de la scène où je travaille, où je modèle mon instrument, c'est de l'artisanat avec mes collègues, on est tous ensemble pour monter un spectacle. Et finalement, il y a ce côté public qui projette sur moi ses envies. Ses espoirs aussi. Et ses espoirs, et c'est tout à fait normal. Et j'ai énormément de chance d'avoir rencontré ce public depuis quelques années. Et donc, je ne peux que me réjouir de tout ce qui m'arrive. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une certaine pression à gérer, je ne vais pas vous mentir, c'est une évidence. Mais en même temps, j'ai la chance de ne pas me sentir toute seule dans cette espèce d'élan et d'émulation de jeunesse, puisqu'on est toute une jeune génération. Je pense à Julie Fuchs, qui est d'ailleurs une Avignonnaise, que j'avais vue sur ce site même, donc j'avais vu cette interview avec vous. Donc il y a Julie, je pense à Gaëlle Arquez, qui est aussi une jeune soprano formidable, Cyril Dubois. On est tous à peu près des mêmes années issus du conservatoire, de Paris ou d'ailleurs. Et en fait, on a tous une envie de faire ce métier. Vous vous soutenez On se soutient. Julie, c'est une amie. Alors oui, c'est sûr qu'on se soutient. Et puis, donc non seulement je suis bien entourée par mes collègues, même ici sur ce plateau, j'ai rencontré pour la première fois Florian Laconi et puis Nicolas Cavalier, par exemple, qui sont des gens qui font partie de l'Opéra d'Avignon, qui font partie des murs presque. Et c'est des artistes formidables qui sont tout à fait présents pour moi, pour m'aider. Et puis j'ai aussi des professeurs de chant, enfin une professeure de chant, et puis des chefs de chant, des proches, enfin voilà. Donc j'ai plein de bons outils pour ne pas trop me sentir... monter en puissance. Je vous assure que tout va bien. Vous êtes bien ancré. Ouais, en tout cas j'essaye, mais oui, jusqu'à maintenant ça va. Est-ce qu'il est nécessaire pour vous, parfois face à toute cette médiatisation, et cette pression aussi que vous devez recevoir sans doute, de vous intérioriser est-ce que vous avez besoin de ça aussi pour reprendre conscience de la réalité aussi? Alors, intérioriser, je pense que finalement c'est peut-être plus une discipline dont j'ai besoin dans le travail, c'est-à-dire le côté solitaire du travail pour comprendre le geste du chant, pour apprendre par cœur un rôle tout simplement. C'est quelque chose dont j'ai besoin, mais par contre quand j'ai du temps libre, j'ai justement besoin d'aller voir des gens que je connais, d'aller voir ma famille, d'être avec mes proches. Et je pense que c'est un équilibre à trouver et c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. On ne peut pas vraiment savoir de quoi sera fait une vie de chanteur. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Donc voilà, c'est une affaire d'équilibre et j'apprends. Donc pour l'instant ça va, pour l'instant tout se passe bien. Mais c'est vrai que toutes ces dernières années, les années à venir sont faites d'ajustements où j'ai envie de travailler, j'ai cette gourmandise de la nouveauté. J'ai envie de répondre aussi aux attentes des gens parce que c'est grisant. Et en même temps, je sens très fort un besoin de me protéger, un besoin de prendre du temps, de garder un mois de vacances là, 3 semaines ici. Pas seulement pour préparer les rôles et justement pour rester dans l'intériorisation, la méditation, machin, c'est pas trop mon truc d'ailleurs, mais surtout pour me ressourcer auprès de ceux qui me connaissent. Et voilà. D'être vous-même. D'être moi-même avec des gens pour qui j'ai pas besoin devant lesquels j'ai pas besoin de prouver qui je suis en 10 points. Et voilà. Alors justement, vous parlez de Florian Laconi et de Nicolas Cavalier. Donc Florian qui incarne le rôle de Gérald et Nicolas qui incarne le rôle de votre père. Mon papa, oui. Votre papa, pour lesquels d'ailleurs j'ai pu assister aux répétitions et je vous ai trouvé fantastique hier.
Est-ce que justement le fait d'être encadré par ces deux personnages, j'ai envie d'employer le terme personnage, vous aussi vous sécurise à travers le rôle, mais aussi à travers cette direction, une maison que vous ne connaissez pas aussi. Est-ce que pour vous c'est important d'être avec des partenaires comme eux? Oui, ça me paraît évident de répondre oui, mais en même temps j'ai peut-être besoin d'expliquer combien on a besoin de ses collègues sur un plateau. Ouais. Alors pendant le temps de la représentation, c'est primordial d'avoir des relations solidaires avec nos collègues, mais surtout pendant les répétitions. Quand on rencontre une équipe et qu'on sait qu'on va passer des moments de stress, d'angoisse, de grande joie, de doute pendant le temps d'une préparation de production, on a vraiment besoin d'avoir en face de nous des gens qui savent mettre en valeur notre personnage, garder une tension pour que nous on puisse se reposer. Et c'est plein de petites choses qui, avec des gens aussi doués que Nicolas ou Florian, n'ont même pas besoin d'être exprimés, expliqués, mais sont là tout simplement. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est pas tous les jours qu'on a des collègues comme ceux-là, des gens qui sont vraiment là pour nous et pour eux aussi, mais qui ont tellement de métiers qu'ils savent comment nous mettre en valeur et se mettre en valeur. Oui. Alors, pour terminer cette rencontre, Sabine, aujourd'hui nous sommes la journée internationale des droits des femmes. Ah oui. Pour vous, quelle résonance cela a-t-il ? Alors, je sais que les anniversaires sont importants. La semaine dernière, c'était la fête des grands-mères. Il y a des fêtes de l'andouille. Je sais qu'on a besoin de célébrer les choses et on a besoin de dates anniversaires pour ne jamais oublier. Mais bon, c'est-à-dire que oui... la journée alors cette année ça s'appelle plus la journée de la femme parce que ça faisait un peu trop vulgaire peut-être. Ouais. Cette année c'est la journée donc vous dites de la lutte des femmes, je crois. Journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes, voilà. Bon alors oui évidemment je suis persuadée que dans tous les corps de métier ainsi que dans l'opéra on a besoin de mettre en avant les droits des femmes. Mais encore une fois ça paraît être une évidence. Alors nous on a la chance dans ce milieu de finalement par le théâtre et par aussi peut-être l'ouverture que nous apporte notre métier d'artiste, pouvoir déjouer un peu les codes parfois de la misogynie. Et puis voilà, moi j'incarne aujourd'hui une très jeune femme très religieuse qui s'épanouit et qui devient, qui souhaite passer de son statut de fille de son père à femme de son anglais. Évidemment que ça ne... Qui a colonisé aussi... Qui a colonisé son peuple et son empire. Je ne suis pas l'Acmé, ça va de soi, mais je pense qu'en ce qui me concerne, à ma petite échelle, j'ai besoin de me charger de la diversité de ce que peuvent être les femmes et les hommes pour interpréter le mieux possible un personnage aussi complexe que l'Acmé. Ouais. Vous sentez... il y a certaines catégories de métiers où justement on sent vraiment une différence entre les droits des hommes et les droits des femmes à travers votre métier, à travers votre carrière, à travers la culture, à travers l'opéra. Est-ce que pour vous, vous sentez privilégié aussi ? Je pense qu'on n'a rien sans rien et que c'est un métier très difficile, celui d'artiste-interprète, que ce soit dans le milieu du chant ou des instruments. Le monde de l'orchestre est un monde difficile aussi et finalement il y a une notion de compétition. J'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu violent comme mot, mais c'est vrai qu'il y a une notion de compétition qui peut-être, en tout cas de ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, qui peut-être aplanit les relations hommes-femmes, puisqu'on est tous là pour être sur scène, quoi, et pour donner de son mieux. Pour donner de son mieux. Et
Alors, il y a du bon à prendre et du moins bon. Qu'on soit femme ou qu'on soit homme. Exactement. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de travailler là il y a très peu de temps avec Emmanuelle Haïm, qui est une chef formidable. Et alors, j'ai fait quelques interviews pendant cette production. C'était Mithridate au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, l'une des premières questions, c'était qu'est-ce que ça fait de travailler avec une chef femme? Ça doit être beaucoup plus doux, beaucoup plus. Alors, absolument pas. C'est-à-dire que dans notre métier, finalement, chaque individu propose des choses tellement fortes et tellement qui jouent tellement sur le goût et l'esthétique qu'on finit par oublier le sexe de la personne qu'on a en face. Ça vaut pour Emmanuelle Haïm, mais ça vaut aussi pour Florian Laconi, qui justement, dans le personnage de Gérald, va chercher son côté féminin et va chercher à se défaire de son costume de soldat pour prendre un croquis des bijoux de Lacmé. Et Lilo Bord, d'ailleurs, la metteur en scène, n'arrête pas de lui dire toi, tu assumes ton côté féminin, Gérald assume son côté féminin. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, on fait un métier où les choses sont peut-être un peu gommées. En tout cas, je ne les vis pas comme une souffrance en tant que jeune soprano. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et belle continuation à vous. Vous aussi. Merci beaucoup.